Effectivement, nous, on a plus de 40% de projets dans la thématique santé. On sort quand on peut sortir, quand on nous en donne l'autorisation et que c'est intéressant pour nous. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est réinvestir dans les sociétés. C'est-à-dire qu'il faut que la techno soit pertinente, il faut qu'il y ait une pays solide, mais il faut surtout que ça réponde à un besoin marché. Vu de l'industrie, le panorama de la valorisation de la recherche académique, il est extrêmement difficile à comprendre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Comme tu le sais, les barrières pour entreprendre dans la Health Tech sont plus importantes qu'ailleurs. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. Ils sont entrepreneurs, avocats, chargés de valorisation, mais bien plus encore, et ce sont eux qui tous les jours construisent l'écosystème Health Tech français. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Ces échanges seront aussi l'occasion d'obtenir des conseils concrets, des pistes de réflexion pour mieux comprendre ce bel écosystème. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Bonjour Hélène et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Health Tech in Progress. Donc aujourd'hui, je t'ai invité pour parler un petit peu des SAT et plus particulièrement des investissements en santé. Donc toi, tu viens de la SAT Paris-Saclay. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait avant d'en arriver là ? Bonjour déjà et merci pour cette invitation. Alors moi j'ai un parcours scientifique, bien entendu. J'ai soutenu mon doctorat en 2004, donc il y a un petit moment déjà, avec une spécialité en biologie moléculaire et cellulaire que j'ai obtenue dans un labo académique, un labo du CNRS. Voilà, donc dans un contexte de recherche fondamentale à ce stade. Donc j'ai soutenu ma thèse en 2004, mais voilà, une opportunité s'est présentée à moi après ma soutenance de thèse de travailler en tant que chef de projet dans une entreprise, dans une start-up de biotechnologie. Et donc j'ai saisi cette opportunité. Et j'ai quitté très tôt finalement la recherche académique pour l'industrie, en fait, d'abord dans une start-up, voilà, où j'ai eu un rôle de chef de projet pendant 4 ans pour développer des projets toujours de recherche, mais de recherche appliquée pour le coup en ingénierie des protéines thérapeutiques et des enzymes industrielles. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai ensuite quitté cette start-up pour rejoindre un monde qui me passionne toujours en termes de thématiques, c'est-à-dire que j'ai rejoint le monde de la thérapie génique, parce que j'ai travaillé à Généton pendant quelques années, et puis dans la spin-off de Généton, qui a une activité commerciale et où j'ai été directrice d'études. Pour voilà sur des projets de thérapie génique. Donc je suis restée dans la sphère Généton, GénoSafe pendant 6-7 ans. Et j'ai ensuite rejoint un monde encore différent qui est celui de la Big Pharma. Voilà, un parcours un peu éclectique, on va dire, parce que j'ai rejoint Sanofi. D'accord, ok. Pour prendre la direction d'équipe de R&D orientée développement analytique pour les anticorps monoclonaux, et après j'ai rejoint le côté Sanofi Affaires industrielles où là j'avais en charge une équipe qui était qui faisait plutôt du contrôle qualité sur les lots d'anticorps monoclonaux à visée commerciale. Voilà, j'ai un parcours qui est bien complet avant. Disons qu'il m'a permis d'avoir une idée du panorama
un peu global, depuis la recherche fondamentale jusqu'à la commercialisation de produits. Ça dans le domaine plutôt des produits biologiques, des thérapies innovantes, enfin, dans cet environnement-là. D'accord, donc tu me fais faire la transition avec ce que tu fais à la SAT. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est une SAT? Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, même si c'est bien connu dans le monde de la recherche. Et ensuite, en quoi consiste ton métier aujourd'hui? Quelle est ta journée type? Oula, une journée type, ça va être très difficile de répondre à cette question. Mais effectivement, alors suite à ce parcours un peu, effectivement, un peu, je sais pas si on peut dire complet, mais en tout cas varié dans l'industrie, j'ai rejoint donc la SAT Paris-Saclay. Donc les SAT, c'est des sociétés d'accélération de transfert de technologie. Donc ce sont des structures privées, mais on gère des fonds publics avec le but d'investir dans des projets académiques pour les faire maturer, les monter en maturité technologique pour faciliter leur transfert au monde industriel. Donc j'ai été embauchée à la SAT Paris-Saclay en 2018 en tant que chef de projet sur les thématiques santé. Principalement macromolécules biologiques parce que c'est mon background d'origine. Et j'ai ensuite évolué vers la responsabilité de direction du groupe investissement pour les sciences de la vie. Donc qu'est-ce qu'on fait à la SAT? On fait de la détection de projets prometteurs, on aide à les construire, on les finance dans le but de les licencier, de faire du transfert de techno, du licensing, soit vers des startups qui sont créés à la suite de ces projets, soit des industriels tiers-exploitants qui sont intéressés par prendre la technologie. Et on s'occupe de la négociation des contrats de transfert. Ok, donc de toute façon, on va revenir dessus sur la suite de l'échange. Donc ouais, donc ta journée type, c'est vraiment de t'occuper, de faire le suivi de ces startups, ou c'est toi qui décides quand est-ce que sera investi l'argent dans celle-ci? Eh bien, en fait, il n'y a pas de journée type parce qu'en fait, c'est un processus permanent, c'est-à-dire qu'on est sans cesse en détection de nouveaux projets, sans cesse en construction de nouveaux projets et en exécution, en financement et en transfert. Et donc, vu qu'on peut-être c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir après, mais on fonctionne en appel à projet plusieurs fois par an, donc sans arrêt, on a des nouveaux projets qui arrivent, des nouveaux projets qu'il faut construire, qu'il faut exécuter, qu'il faut transférer. Donc c'est une journée type, c'est difficile, ça dépend des périodes, ça dépend du nombre de projets qui démarrent pendant la période, de business développement qu'on fait. Enfin, c'est hyper varié. Tu viens d'évoquer justement cet aspect. Tu viens d'évoquer justement cet aspect détection. Comment sont détectés les projets par la SAT? Les projets santé en l'occurrence. À la SAT Paris-Saclay, on a un modèle un petit peu particulier par rapport aux autres SAT. C'est-à-dire que nous, on n'a pas une vision sur les brevets, les déclarations d'invention des établissements de recherche qui sont sur notre périmètre. Parce qu'on n'a pas été constitué comme ça. On fonctionne plutôt sous un mode d'apport volontaire. C'est-à-dire qu'on a 3 fois par an, grosso modo, des appels à projets auxquels les chercheurs du territoire Paris-Saclay répondent avec le soutien de leur structure de valorisation qui existe encore dans chacun des établissements du plateau. Et donc, ils viennent postuler, finalement, répondre aux appels à projets de la SAT. Et c'est suite à ces dépôts de projets que nous, on sélectionne les plus prometteurs pour ensuite les construire, les financer et les transférer. D'accord. Et sur quels critères vous les sélectionnez, justement, ces projets? On essaye de regarder toutes les dimensions qui font le succès d'un transfert de techno futur. C'est-à-dire qu'on va regarder, bien entendu, l'aspect techno, c'est-à-dire quelle est la technologie, quel est son aspect différenciant, qu'est-ce qui fait que cette techno-là elle est particulièrement prometteuse, quel besoin elle permet de répondre, à quel besoin elle permet de répondre sur un marché qui n'est pas actuellement couvert. C'est le risque techno, mais on regarde aussi le risque pays. Ce qu'on transfère finalement à la fin d'un projet de maturation, c'est de la propriété intellectuelle. Hein. C'est des brevets et des résultats, mais c'est quand même de la propriété intellectuelle in fine.
Donc, il faut que il y ait une base solide de propriété intellectuelle, parce que c'est ça qu'on va transférer. Et on regarde bien entendu les aspects marché, c'est-à-dire qu'il faut que la techno soit pertinente, il faut qu'il y ait une pays solide, mais il faut surtout que ça réponde à un besoin marché. Et c'est là où les équipes de recherche, et c'est bien normal, académiques, ce sont en général des notions qu'ils ont un peu moins, et on doit les aider justement à évaluer ces points-là pour vraiment arriver à trouver le positionnement marché de la technologie. Je sais justement que pour évaluer un petit peu la maturité des projets, les SAT utilisent l'échelle TRL, donc Technology Readiness Level, mais sur le penchant santé, j'ai jamais vu d'équivalent. Est-ce que tu utilises tous les jours une échelle équivalente ou comment ça se passe? Non. Alors on peut aussi parler parfois en TRL, mais c'est vraiment un abus de langage parce que c'est une échelle qui est difficilement transposable à la biotech. On peut utiliser un peu la terminologie pour essayer de se repérer entre un TRL très bas et puis mais voilà, les échelles précises de TRL, on utilise en santé, on n'utilise pas vraiment ça. Et est-ce qu'il y aurait un intérêt à le faire justement peut-être pour démocratiser ce secteur, parce que ça permettrait, comme tu le dis, une meilleure lisibilité pour peut-être les investisseurs qui sont extérieurs? C'est difficile parce que on n'est pas complètement figé sur un niveau de TRL précis de toute façon, nous à la SAT Paris-Saclay pour investir. Il y a des projets, on est très pragmatique, donc quand on investit dans un projet, on va regarder toutes ses composantes et on est capable de prendre du risque techno, même sur un projet assez early, si on a estimé que le potentiel marché en valait la peine. Enfin, c'est un ensemble de composantes qui on fait une analyse de risque globale sur le projet, et c'est cette analyse de risque qui on évalue le projet comme ça et on décide d'investir ou pas en fonction de toutes ces composantes-là et non pas d'une échelle prédéfinie qui pour nous n'a pas beaucoup de sens. Et quels sont les différents types d'accompagnement que vous proposez à la SAT Paris-Saclay pour les projets donc, que vous détectez et qui vont être suivis par vos services? Alors, on a déjà deux typologies d'appels à projets un petit peu différents. On finance des projets, on va dire, plus courts, avec des projets d'1 an avec un financement maximum de 100 000 €, qui financent des projets assez early stage, où là, le risque est très important et donc à ce stade, on met un petit ticket d'investissement pour essayer de faire monter un peu en maturité, de voir encore ce qui peut se passer après le dérisquage d'une brique techno très précise. Et on a des projets de maturation, pour le coup, qui sont des projets plus ambitieux pour des technos qui sont un petit peu plus matures et qui sont des financements de 2 ans avec environ pour les projets santé un ticket moyen autour de 500 000 €. Donc c'est des financements plus conséquents. Et là, ces projets-là, donc effectivement, on les sélectionne, on les évalue et on fait une co-construction du projet avec l'équipe de recherche. C'est-à-dire que la SAT, à partir du moment où elle décide de regarder plus précisément un projet, elle va mettre à disposition de l'équipe de recherche un groupe projet, c'est-à-dire qu'il va être constitué d'un chef de projet, avec qui a des compétences dans le domaine évidemment du projet, un ingénieur brevet, un juriste en propriété intellectuelle et un business développeur. Et cette équipe projet, avec l'équipe de recherche, donc c'est pour ça qu'on appelle ça co-construction, c'est que c'est vraiment un travail qui doit se faire de concert, retravaille le projet sur tous les angles qu'on a déjà cités, c'est-à-dire la techno, c'est-à-dire vraiment essayer d'en faire sortir le vrai aspect différenciant. Parce que quelquefois, les équipes de recherche, elles connaissent très très bien leur techno. En général, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que c'est les spécialistes. Voilà. C'est les spécialistes du domaine, ils connaissent extrêmement bien leur sujet. Mais parfois, ils ont du mal à essayer d'en faire sortir les aspects différenciants, ou du moins de pouvoir les comparer avec d'autres technos qui sont différentes, parce que c'est pas forcément la même base techno, sauf qu'elles peuvent répondre éventuellement aux mêmes besoins. Et c'est là où le rôle du chef de projet, principalement, c'est de faire sortir un peu de la zone de confort, clairement,
et de regarder la techno avec un œil un petit peu, de prendre un peu de hauteur et de regarder la techno avec un œil un peu différent pour essayer vraiment d'en faire ressortir les aspects différenciants. Donc ça, c'est l'aspect accompagnement sur la techno, mais il y a aussi l'accompagnement sur la PI. On a un ingénieur brevet qui est là pour analyser très en profondeur les forces et les faiblesses de la propriété intellectuelle, si elle existe, parce qu'elle n'existe pas Parce que toujours. ça, c'était une grosse question que j'avais, c'est imaginons qu'il y a un super projet, mais finalement, il y a déjà un brevet qui est posé pour cette techno à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'investissement de la SAT. D'accord. Parce que on n'aura pas la liberté d'exploitation de toute façon pour transférer la technologie. Donc, c'est un no-go direct. Et est-ce que ça arrive régulièrement? Alors, qu'il y ait un brevet exactement sur la même technologie, c'est quand même rare. Par contre, il peut y avoir des brevets proches. C'est tout le travail de l'étude qui doit être faite pendant la co-construction. C'est de voir si, l'invention, s'il n'y a pas déjà de brevet, si l'invention, elle est brevetable. Ça, c'est la première des choses. Si elle l'est pas, c'est très compliqué. Alors, il peut y avoir il n'y a pas que le brevet qui permet de protéger une invention. Il y a, si la technologie n'est pas brevetable, mais qu'elle peut être conservée en savoir-faire secret, par exemple, c'est aussi un titre de propriété intellectuelle, le savoir-faire secret. Il pose d'autres problématiques, mais bon, c'est quand même mieux s'il y a un brevet, on est tous plus confortables. On regarde si l'invention est brevetable, et deux, s'il y a un brevet qui est déjà déposé, on peut faire des études de liberté d'exploitation. C'est-à-dire de s'assurer qu'on puisse vraiment en fait, qu'il n'y ait pas des droits de tiers qui nous empêchent d'exploiter le brevet qu'on a. Donc, toute cette étude pays est aussi faite pendant la co-construction. Et puis, il y a tout un volet d'accompagnement sur le côté juridique, parce que, vous savez bien, la recherche académique française est organisée de façon un peu complexe, avec des UMR, avec parfois des collaborations. Et donc, il y a voilà, il faut faire aussi pas le ménage, parce que le mot est pas, enfin, en tout cas, il faut organiser tout cet aspect contractuel pour avoir un projet qui, à la fin de la maturation, soit au niveau contractuel tout bien propre, tout bien, voilà, que les mandats soient signés, et que tout soit organisé pour pouvoir, quand on va être en face d'un tiers exploitant, d'un industriel, qu'on puisse tranquillement faire le transfert de technologie, que les droits soient bien gérés. D'accord, parce que je pensais à défaut que la SAT était automatiquement le mandataire unique de... Pas du tout. Pas la Ok. SAT Paris-Saclay, en tout cas. D'accord, ok, vous avez un modèle un petit peu différent. Et j'avais une autre question pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc ça veut dire que 100% des projets que vous accueillez à la SAT bénéficient d'un financement. Alors, à partir du moment où on les a sélectionnés, il y a cette période de co-construction qui permet de valider un certain nombre d'éléments, parfois de pas valider d'ailleurs, parce qu'il y a certains projets qu'on a présélectionnés, mais à l'étude approfondie de la techno, de l'API, du marché, etc., on s'aperçoit que non, finalement, le potentiel qu'on avait imaginé au départ, il se réalisera pas. Donc le projet peut s'arrêter là aussi. Mais à partir du moment où on va jusqu'au bout de la co-construction, le dossier est présenté à un comité d'investissement de la SAT qui est composé d'experts externes, donc qui sont voilà des représentants d'entrepreneurs, de fonds d'investissement ou d'industriels, et qui viennent expertiser le dossier. Les chercheurs viennent aussi présenter leur dossier. Enfin, il y a un pitch. Enfin, il y a toute une procédure. Et ce sont ces experts, ce comité, qui vient donner une recommandation d'investissement à la SAT. Il y a un conseil d'administration qui vient entériner la décision du comité d'investissement, mais le processus se fait comme ça. D'accord, ouais, parce que ma question un petit peu sous-jacente, c'est que je sais qu'il y avait des SAT qui ont plus ou moins un portefeuille de projets, et un entrepreneur peut venir frapper à leur porte pour leur dire, voilà, est-ce que vous avez un projet qui m'intéresse? Donc ça, vous le faites peut-être moins. Alors, disons que nous aussi, on finit par, au fur et à mesure des appels à projets et des années qui passent, on a constitué aussi un portefeuille de projets qui est certes moins conséquent que celui d'autres SAT qui ont effectivement la vision sur tous les projets de leur périmètre. Il se trouve que nous, on a quand même maintenant
une vitrine technologique que vous pouvez consulter d'ailleurs sur le site de la SAT, où il y a plus d'une 60aine de projets. Alors, ils sont pas tous effectivement disponibles parce qu'il y en a une bonne partie d'entre eux qui a déjà été transférée. Mais voilà, il y a encore un certain nombre d'opportunités technologiques qui sont à licencier. Donc, les industriels peuvent tout à fait venir nous solliciter s'ils ont spoté tel ou tel techno qui les intéresse. J'avais une grosse question également, c'est comment vous décidez si un projet va être orienté vers un développement startup ou s'il va être développé vers un projet licensing dans l'industrie ou dans une autre entreprise? Mais c'est une très bonne question. J'ai pas de réponse claire, ferme et définitive parce qu'on n'a pas de guideline avec des cases à cocher pour l'un ou pour l'autre. Donc vous n'avez pas de statistiques en mode Alors, il faut qu'on lance 5 startups par an? Alors, Okay. on n'a aucun objectif de ce type. D'accord. Il se trouve que quand on regarde, pour le coup, même sans objectif, on regarde quand même un petit peu ce qui se passe. Et il se trouve que ça, c'est pas propre à la santé. Hein, c'est un petit peu, en tout cas pour nous, c'est assez global à tous les domaines. On a à la SAT Paris-Saclay plus de 60% des projets qui sont à destination de création de start-up. Alors, est-ce que c'est propre à notre écosystème? Je ne sais pas. Mais il se trouve que oui, on a une très forte tendance vers la création de start-up chez nous. C'est pas qu'on le choisit, c'est comme ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il y a du pour, il y a du contre. Enfin, c'est un risque supplémentaire pour la SAT, la création d'une start-up. Ça c'est des questions peut-être un peu plus confidentielles parce que je sais que les SAT elles choisissent plus ou moins leur modèle plutôt orienté vers la création de start-up, plutôt vers le licensing. Et au niveau du business model, est-ce que pour vous c'est plus intéressant de créer des start-up, prendre des parts dans les start-up et puis du coup revendre quand il y a levé de fonds derrière? On n'a pas de stratégie. C'est pas une stratégie préconçue. Okay. On n'a pas un modèle. Voilà, encore une fois, c'est ce qui s'observe, mais pas parce que c'est pas un choix a priori de la SAT. Parce que il y a des, enfin, je sais pas comment on peut faire des choix a priori, parce qu'il y a des projets qui sont clairement à destination start-up. Un projet de développement d'une molécule en early stage. Clairement, faire du licensing à une pharma, c'est très ambitieux. Je pense que en early stage, oui, c'est un petit peu un peu ambitieux. Voilà. Et par contre, la création d'un véhicule biotech peut être particulièrement intéressant pour cette typologie de projet. Il y a d'autres projets qui sont plus des projets où ce sont des technos. Enfin, en fait, il y a des projets dont le mode de valorisation semble plus pertinent vers une start-up et d'autres pas. Donc, en fait, ça dépend du projet. D'accord, vous en rendez compte finalement. On n'a rien de préconçu. Voilà. Ça dépend aussi de la volonté de l'équipe de recherche. Alors, c'est pas eux qui décident complètement la stratégie, mais on en tient compte toujours. Quand il y a une équipe de recherche et des chercheurs qui ont la volonté chevillée au corps de créer une entreprise, et si la techno s'y prête, et si tout est au vert et si les signaux sont au vert et qu'on pense qu'il y a un potentiel, on fera tout ce qu'on peut pour les accompagner. Parce que clairement, la réussite d'un projet de valorisation, elle repose en très grande partie sur l'équipe qui porte le projet. Et on pense qu'il y a un potentiel et que l'équipe a envie de s'investir, on fera ce qu'il faut pour l'accompagner. On n'ira pas contre, c'est pas notre politique, d'aller contre la volonté d'un chercheur ou d'une équipe de recherche, si évidemment c'est crédible le projet. Mais on essaye d'accompagner au maximum la volonté de nos chercheurs. C'est un peu lu dans mes pensées parce que c'est plus ou moins ma question suivante. C'est est-ce que les chercheurs font de bons entrepreneurs? Pas toujours. Et est-ce que vous les aidez à construire leur équipe? C'est une très bonne question. Les chercheurs peuvent faire de bons entrepreneurs. C'est pas génétique. Par contre, c'est pas leur background, c'est pas leur formation initiale. Donc c'est pas inné. Clairement, et souvent, même ceux qui sont capables de sauter le pas et de se transformer, on va dire, en entrepreneurs, ils ont besoin d'être accompagnés. C'est toujours vrai, ça. Donc oui, on les accompagne. Alors, on n'a pas le rôle d'incubateur. Donc c'est là où est la limite, on va dire. Alors, il y a des SAT qui ont ce rôle d'incubateur, mais pas nous. Nous, c'est pas dans nos missions. Donc, on s'arrête à la porte de la création d'entreprise, ça c'est clair. Après, c'est le rôle des incubateurs. Par contre, en amont, en création,
Oui, il y a en particulier, c'est le rôle d'une personne qui est chez nous, d'un chef de projet, qui fait de l'accompagnement startup, c'est-à-dire en tes créations, d'exposer aux chercheurs enfin, les contraintes, enfin, ce que c'est que l'entrepreneuriat, de commencer à les guider justement vers des incubateurs, enfin de leur faire un accompagnement pré-incubation, de les aider éventuellement à compléter l'équipe. Donc, très souvent, c'est la recherche d'un CEO, parce qu'il se trouve que ils sont quand même assez rares, hein, les chercheurs qui nous disent, moi, je veux être CEO. Très souvent, c'est, moi, j'ai envie de me lancer dans l'aventure startup, j'ai envie que mon projet, il se développe, j'ai envie de participer à cette aventure-là, mais j'ai pas les compétences financières, etc. Donc, je cherche un partenaire qui ait ses compétences financières et business développement. Par contre, je l'ai pas dans mon écosystème, donc aidez-moi. Et donc là, vraiment, on est dans notre rôle et dans nos missions et on fait cet accompagnement-là. D'accord. Et donc, généralement, les chercheurs, est-ce qu'ils restent en poste enseignant en même temps ou ils coupent complètement, ils se mettent à 200% dans la startup? Tout est possible. Et ça dépend encore une fois de leur volonté propre, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très intime. Et voilà, il y en a qui restent en concours scientifique. Ceux qui sautent le pas sont quand même relativement rares, parce que c'est vrai que le risque est important. Hein, donc, mais tout est possible. Et encore une fois, nous, on n'a pas de... Pardon. Non, excuse-moi, j'allais dire justement, il y a eu des modifications au niveau de la loi qui permettent aux chercheurs d'aller plus facilement vers l'entrepreneuriat. Tout à fait. Mais il y a toujours peut-être un petit peu ce frein psychologique que tu observes. Encore une fois, tout est affaire de cas particulier. Donc, nous, on n'a pas de, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, ça dépend du projet du chercheur, de sa volonté de s'impliquer. Par contre, il faut essayer de les accompagner au mieux, parce que c'est, surtout pour une start, enfin, le succès d'une start-up, elle tient beaucoup à l'équipe, hein. C'est un peu bateau de le dire, mais c'est quand même ce qu'on constate tous les jours dans nos projets. Donc, on essaye d'accompagner au mieux la volonté des porteurs de projets. D'accord. Donc là, j'ai quelques questions justement sur le fonctionnement de la SAT Paris-Saclay. Déjà, j'ai vu que vous aviez plus de 40% de projets santé. Est-ce que ça, c'est pareil, c'est un choix ou est-ce que ça a été fait, ça s'est fait naturellement? C'est la nature. C'est la nature, ok. Non, mais ça, par contre, je pense que c'est assez commun à pas mal de SAT. Effectivement, nous, on a plus de 40% de projets dans la thématique santé. Ils viennent, voilà, encore une fois, on est en appel à projets, donc c'est les projets qui répondent à nos AAP. Il y a une majorité de projets en santé, et ce sont en plus des projets qui en général sont financés avec un ticket moyen un peu plus important que les projets ingénierie numérique. Donc voilà, le portefeuille santé est important et c'est pas un choix, ça se fait naturellement. Et vous investissez combien par an, justement, en santé? Alors, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de... Encore une fois, ça dépend du nombre de projets D'accord, vous n'avez pas une enveloppe annuelle à dépenser, c'est pas comme ça que ça fonctionne? On a très peu de guidelines, c'est-à-dire j'ai l'impression de faire cette réponse un peu à beaucoup de questions, mais c'est aussi parce que c'est révélateur de notre fonctionnement, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'idée préconçue, pas de guideline. Par contre, c'est en fonction des opportunités. C'est-à-dire qu'il est je dis n'importe quoi, mais il est tout à fait possible qu'une année, on n'ait que des projets santé, tous extraordinaires, et qu'on finance 100% de notre... c'est jamais le cas, c'est pour caricaturer, mais c'est vraiment en fonction des projets, en fonction des opportunités. Mais c'est peut-être mieux comme ça, parce qu'on sait qu'il y a des incubateurs, des accélérateurs qui jouent sur le nombre, et finalement, ça nuit à la qualité. Donc, l'approche qualitative, comme tu dis, en fonction des opportunités, elle est sûrement plus pertinente à long terme que faire du volume. En tout cas, on a des sessions d'appel à projets, on a très peu de projets, mais c'est pas pourtant qu'on va tous les prendre, et on a des sessions où on en a beaucoup, et là, on sélectionne projet par projet sans se mettre de contraintes, ni sur un nombre minimal, ni maximal d'ailleurs. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas de problématique de financement, donc on a ni pas de contraintes ni minimales ni maximales pour l'instant. Ok, donc là je vais te poser maintenant deux petites questions qui sont sûrement un petit peu plus profondes, donc je ne sais pas si tu pourras y répondre. Comment est négociée la prise de part avec une start-up? Combien de parts prend la SAT à peu près? Est-ce qu'il y a un chiffre que tu... Alors, encore une fois, la même réponse.
Ça dépend du projet, ça dépend des conditions du deal, hors prise de part. Parce qu'en général, alors, ce qu'on peut dire sans rentrer dans des détails, et puis parce que ça n'aurait pas de sens, parce que c'est encore une fois, chaque projet est différent. On prend pas toujours des parts au capital des startups. Ok, d'accord. Bah ça, je savais C'est pas pas du tout ça. systématique. Ça, je savais Non, pas du c'est tout. pas systématique. C'est une négociation qui se fait avec le reste des conditions de licence, en fait. Ce qu'on fait généralement quand on prend des parts dans une société, c'est qu'on fait une conversion de créance de l'upfront. C'est-à-dire que c'est un moyen qui est, on va dire, gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire au lieu de demander à la start-up, à sa création, quand elle n'a pas de moyens financiers, de lui demander un upfront pour la signature de la licence, on convertit cet upfront en part au capital de la société, ce qui a un intérêt pour la start-up, puisqu'elle n'a pas à sortir de cash au démarrage, et qui nous permet de sécuriser un peu notre investissement en ayant des parts au capital. Donc ça, c'est le principe général de prise de part, et qui se fait en parallèle avec la négociation des conditions de licence de la technologie. Ça, peut-être que, c'est peut-être un petit peu candide de ma part, mais j'ai du mal à visualiser ce que ça signifie, cette prise de part en upfront. Parce que je pensais peut-être à défaut que un brevet, ça avait un prix. Je sais pas, ça coûte, ça serait bien ça. Ça coûte 10 000 € pour poser n'importe quel brevet, et après, du coup, c'est tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, éclairer un petit peu? Même moi, vraiment personnellement, là, je pêche un peu sur ce sujet-là. Alors, déjà, quand on fait une licence sur un projet, c'est pas qu'un brevet. Il n'y a pas qu'un brevet. Un brevet, il y a un brevet, pas toujours, mais souvent. Mais il y a aussi éventuellement du savoir-faire, des résultats, un ensemble de choses qui constituent ce qu'on appelle dans un jargon l'objet licencié, et c'est cet objet global qui est licencié à une start-up ou un industriel. Et ça, il n'y a pas de règle qui permet de définir un prix comme ça sur un projet. Ça serait bien. Non, ça dépend de la valeur de la technologie, ça dépend du marché, ça dépend de beaucoup de considérations qui font qu'il faut avoir une négociation sur ce contrat de licence qui peut avoir effectivement la négociation, elle peut porter sur plusieurs éléments. Ça peut être des prises de part dans une société, ça peut être des milestones, ça peut être des paiements forfaitaires, ça peut être des royalties sur les ventes. Et chaque deal est unique en fait, en fonction de la techno, du marché, du tiers exploitant. Chaque deal est unique. Il n'y a pas de règle. Mais par contre, pour écrire le papier à l'INPI ou à l'OEB, là, c'est forfaitaire ou c'est pareil? Ah oui, par contre, une procédure brevet, ça, c'est tout ce qu'il y a de plus codifié. Là, c'est autre chose. Un brevet, quand on dépose un brevet, ça coûte tant au dépôt, puis après, il y a le PCT, il y a les phases nationales, ça, c'est très codifié. Mais ça, c'est le coût de la procédure. C'est pas la valeur de la licence. Des choses complètement différentes. Je commence à comprendre la nuance et je vois vraiment tout le travail qu'il y a à faire derrière pour évaluer tout ça. Et donc, ce coût de la licence, il a tendance à augmenter avec l'évolution de la startup. C'est-à-dire qu'une fois que la licence est signée avec la startup, les conditions sont figées. Après, c'est la startup qui vit sa vie et qui, en fonction de ce qui a été négocié dans sa licence, devra donner des revenus à la SAT et aux établissements de recherche. Mais justement, en fonction de ce qui a été négocié dans ce contrat de licence. Ok, une dernière question sur justement un peu les rouages de la SAT. Est-ce que vous sortez forcément à l'issue d'une série A, d'une série B? Est-ce que vous avez vocation à rester un peu plus longtemps, ou est-ce que vous êtes là uniquement jusqu'au CID et puis On sort quand on peut sortir, quand on nous en donne l'autorisation et que c'est intéressant pour nous. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est réinvestir dans les sociétés. Donc effectivement on sort en fait dès qu'on sort, et on n'a pas le droit c'est dans nos statuts, on ne peut pas remettre d'argent dans les sociétés. J'avais une question très concrète là-dessus. Est-ce que le fait d'avoir une SAT, en particulier la SAT Paris-Saclay à son capital, ça rassure les investisseurs qui vont rentrer ensuite? Je sais pas si ça les rassure. En tout cas, ça leur fait pas peur. Évidemment, il faut que les modalités de prise de part soient raisonnables, que ça soit des SAT ou d'autres investisseurs institutionnels. Il faut que ce qui peut faire peur à des investisseurs, c'est si les parts institutionnelles sont trop importantes. On sait rester raisonnable. Donc en fait, c'est pas
je dirais que c'est assez neutre en réalité pour les futurs investisseurs. C'est quand même une preuve que la SAT a confiance dans la société dans laquelle elle a pris des participations. Donc effectivement, il y a un côté confiance parce que ça veut dire qu'on accompagne le risque au-delà de notre investissement de maturation. On accompagne le risque parce qu'on croit dans la start-up dans laquelle on a pris des parts. Mais de là à dire que c'est une règle absolue, Je l'avais discuté justement avec quelqu'un qui avait fait un transfert de technologie avec une SAT. Il disait que justement ça pouvait un peu aider, et notamment quand c'était des investisseurs étrangers, parce que le fonctionnement des SAT était très bien vu à l'étranger, c'était quelque chose qui était envié à l'étranger. Donc je sais pas si là-dessus tu avais des insights. Je j'ai pas de réponse à cette question. Tant mieux si c'est le cas. Bah oui, tant mieux. Si la France brille, c'est tant mieux. Très bien. Deux questions maintenant sur le transfert de technologie en France. Qu'est-ce qui reste à faire pour toi dans l'écosystème? Parce que des fois, on a un peu l'impression que c'est un millefeuille. Ben voilà, et vous avez répondu à la question, probablement pas mal de simplification. Parce que effectivement, moi qui ai été avant d'arriver à la SAT plutôt côté industriel, clairement, vu de l'industrie, le panorama de la valorisation de la recherche académique, il est extrêmement difficile à comprendre. Les SAT ont simplifié un certain nombre de choses, mais pas tout. Et puis, les SAT n'ont pas tout remplacé. Donc, clairement, je pense qu'il y a un enjeu de simplification du paysage qui serait à mon sens, bienvenu. J'ai pas de solution, par contre. D'accord, Hein. c'est la question que j'allais te poser. C'est de savoir s'il fallait fermer tel truc et puis le souder avec la SAT, fermer tel service valorisation pour... Non, j'ai pas du tout. C'est compliqué, hein, parce que chaque structure aussi a ses avantages, ses inconvénients. C'est une question difficile, mais qui est quand même importante parce que c'est vrai que le panorama est complexe vu de l'industrie, mais il est aussi complexe quand on se met à la place du chercheur. Alors il faudrait je suis peut-être pas la mieux placée pour en parler, mais c'est ce que j'ai ressenti moi, qui se trouvent eux-mêmes devant plein de guichets de financement en fait, des prématurations de tous les côtés, des SAT, etc. Et qui, même pour eux, je pense que c'est pas forcément très évident de s'y retrouver. Déjà, ne serait-ce qu'entre les SAT, vu qu'il y a des modèles plus ou moins différents, c'est pas les mêmes... Oui, et tout à fait. Non, en plus, toutes les SAT fonctionnent pas pareil. Les missions globales sont les mêmes, mais les modalités d'intervention sont assez différentes. Ok, Oui. en tout cas, merci pour toutes ces réponses. Donc 3 questions pour finir. Quel est le projet santé, le projet biotech qui te fait le plus rêver et que tu aurais aimé lancer aujourd'hui? Parmi les projets qu'on a lancés à la SAT, il y en a, ou qui sont en train d'ailleurs d'être transférés, il y en a plein qui sont vraiment des projets vraiment chouettes avec vraiment beaucoup de potentiel, une belle histoire avec l'équipe de recherche et puis un avenir qui semble vraiment prometteur. Moi, voilà, j'ai travaillé de nombreuses années dans les thérapies, dans la thérapie génique en particulier. Et c'est vrai que c'est un domaine, moi, qui me plaît particulièrement et pour lequel j'aimerais bien que, voilà, on est plein de sociétés qui se développent dans cette thématique-là. Parce que voilà, c'est un petit coup de cœur personnel, mais j'ai pas de projet, on va dire, j'ai pas de projet chouchou. D'accord. Et vraiment, chaque transfert de techno qui se concrétise, c'est vraiment une belle histoire à chaque fois et qui se fait vraiment en plus avec l'équipe de recherche. Donc c'est vraiment un accomplissement, une grande satisfaction qui est partagée. Et c'est vraiment, pour ça, c'est vraiment un métier sympa. Ouais, c'est toujours sympa de voir à la fin, de voir le projet qui a abouti. Ok. Et j'ai une autre question, ça c'est l'avant-dernière question, ma question totem. C'est que j'aime bien faire le parallèle entre les femmes et les hommes qui font la santé de demain, donc qui construisent l'écosystème santé de demain, avec les aventuriers et explorateurs. Et est-ce que tu as un aventurier, un explorateur préféré qui t'inspire un petit peu? Je dirais Marie Curie, parce que c'est une femme, parce que c'est une scientifique évidemment, même si c'est pas dans mon domaine. Alors oui, la question était peut-être, oui non, parce que Christophe Colomb c'est pas tellement en santé non plus, mais oui de cette typologie de chercheuses qui ont su, voilà, qui ont révolutionné quelque part leur domaine. Donc ce serait plutôt ce genre d'exemple-là. Après, on peut citer, oui, alors Emmanuel Charpentier, si on veut aller par là. Voilà, ce genre de
voilà, des femmes. Emmanuelle Charpentier, c'est la personne qui a découvert CRISPR-Cas9, c'est ça? Exactement, voilà, avec Jennifer Doudna. Alors c'est elle que je cite parce qu'elle est française, hein, mais voilà ce genre d'exemple, parce qu'il y a finalement encore, il y a de plus en plus de femmes en sciences, mais clairement on n'est pas encore à la parité, ni dans les créateurs d'entreprises, ni dans les responsables de labo, ni parmi les PU/PH des hôpitaux français. Donc voilà, c'est voilà. Je suppose que tu dois le voir aussi dans les projets santé qui arrivent à la SAT. Bon, plus d'hommes en majorité, je suppose. Alors je sais pas, j'ai pas fait l'étude, savoir s'il y avait plus ou moins de porteuses ou porteurs de projets, mais quand même il y a, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup moins de femmes CEO que d'hommes CEO. Donc ça va changer, ça va évoluer, on va aller vers du meilleur. Ok, super. Et la dernière question, est-ce que tu as un conseil pour justement des chercheurs qui voudraient se lancer dans un transfert de techno? Avant peut-être de contacter la SAT ou de contacter la SAT d'ailleurs. Alors moi, le premier conseil, c'est alors nous, on est là, notre porte est ouverte, donc on est absolument ouvert pour en discuter. Hors du cadre d'appel à projet, un peu où il y a des règles de dépôt de projet, etc. Nous, on est complètement ouvert à la discussion, rien que pour se rencontrer, que les chercheurs nous présentent leurs projets, qu'on en discute parce que ça nous intéresse, parce qu'on est curieux, parce que justement souvent on leur pose des questions qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Et vraiment l'idée c'est échangeons. C'est la meilleure des façons déjà que les chercheurs connaissent les SAT, parce que je suis pas certaine que tous les chercheurs nous connaissent très très bien. Enfin, je suis certaine que non d'ailleurs. Donc échangeons, parce que peut-être que leur projet, ou dans leur tête c'est pas suffisamment mature à l'heure actuelle, mais que peut-être dans quelques années ils verront leur projet de recherche différemment. Peut-être qu'ils auront identifié des innovations qui jusque-là dans leur contexte de recherche fondamentale ils n'avaient pas forcément pensé à de la valorisation, mais une fois ayant discuté avec des gens de changer un peu de logiciel et pour voir leur activité de recherche qui doit rester de la recherche fondamentale, mais de la regarder avec parfois un œil un peu différent. Ok, très bien, je vais garder ça pour le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, et puis merci pour toutes les réponses que tu m'as données. De rien, avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Myriadette Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.